Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il s'appelle Fiyou Ndondoboni. Il est président national du parti Orange, coordonnateur de CAL, Coalition pour l'alternance. L'appui et la consolidation de l'alternance. Coalition pour la consolidation de l'alternance. L'appui et la consolidation de l'alternance. Coalition pour l'appui d'appui et la consolidation de l'alternance. CAL. Voilà. 3, 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il s'appelle Fiyou Ndondoboni. Il est président national du parti Orange et coordonnateur de la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance CAL en sigle. Et c'est lui l'invité de votre magazine pour ce soir. Bienvenue, Monsieur Ndondoboni. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. L'opinion ne sait pas réellement qu'est-ce qu'est CAL, Coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance. En fait, CAL, c'est une réponse aux multiples préoccupations de la population. CAL, aujourd'hui, se présente comme une solution pour justement accompagner le chef de l'État à relever les grands défis qu'il y a en face de lui. Le défi de la pauvreté, le défi du vrai problème que traverse la population congolaise. Et ce qui fait que le vrai, il existe sur la scène politique. CACH, il existe la MOUCA, il existe le FCC. Mais ce sont des structures qui sont totalement ficelées, fixées. Et il faudra qu'à un certain moment, qu'il y ait quand même des structures qui puissent répondre, identifier les aspirations de la population et qui fassent les contrepoids sur la réalité, justement, de la vie de tous les jours. Parce que le chef de l'État s'est engagé avec les slogans, le mot d'ordre, le peuple d'abord. Il faut que ce peuple, justement, le force vive, s'y retrouve pour qu'ils communiquent leurs préoccupations et évidemment apporter également le soutien au programme et à la politique du chef de l'État. Donc par rapport à la réalité exactement, vous venez de le dire, CAL se situe où? Non, CAL, c'est une option. Vous êtes avec CACH, allié de CACH ou vous êtes du côté de l'opposition? Par rapport aux alliances, CAL, c'est un partenaire de CACH, étant donné que CACH a la vision, a produit le chef de l'État comme plateforme électorale et soutient le chef de l'État. C'est tout à fait normal. Revenons un peu, oui. CAL se retrouve comme une structure politique avec un seul objectif, accompagner, appuyer, consolider cette alternance qui s'est matérialisée par la présence du chef de l'État comme président de la République. Nous revenons à la jeunesse. Nous connaissons Orange, membre du Rassemblement. Exact. Et vous êtes allé à Genève pour choisir un candidat commun. Il y a Martin Fayulu qui a été choisi et quelques jours après, le nouveau président de la République et Vital Kamerhe ont retiré leur signature. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? CAL s'est situé où à cette époque-là? À cette époque, CAL n'existe pas. Donc, c'est le parti Orange qui existait parce que c'est le parti Orange qui était au Rassemblement via la plateforme à laquelle il appartenait à l'époque. Le parti Orange avait pris l'initiative des consultations pour une candidature commune de l'opposition. C'est dans ces contextes-là que nous avons consulté tous les leaders de l'opposition. Le président Félix était consulté, le président Fayulu, sénateur Jean-Pierre Bemba, et tous les autres étaient consultés dans les cadres de cette démarche. Le président Kamerhe, qui m'avait réussi assez longtemps dans son bureau à l'époque. Donc, nous avons fait cette démarche-là pour une candidature commune de l'opposition. Étant donné que nous nous sommes affichés avec cette identité de l'unité après Genève, quand il y a eu la présentation de deux candidats, il a été difficile pour nous de se prononcer pour être du côté soit de la MOUCA, soit du côté de CACH, parce que nous avions cette identité du conciliateur, de mettre tout le monde ensemble. On avait toujours l'espoir qu'à la dernière minute, l'un ou l'autre désisterait en faveur de l'un ou l'autre. Donc nous avons travaillé, nous sommes allés jusqu'au jour des élections où nous avons sensibilisé la population à voter pour l'opposition. Donc la population a voté pour l'opposition et nous avons dit le premier serait l'opposition, deuxième l'opposition, troisième ou quatrième, ça serait le FCC. Ce qui est arrivé, le premier, le président Félix Antoine Tshisekedi, le deuxième, le président Fayulu, qui a été dépublié comme deuxième, et ce qui fait qu'à la fin, nous avons lancé cet appel pour que tout le monde se mobilise pour consolider cet acquis
de l'alternance, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est dans ces contextes-là, justement, pour le rendre beaucoup plus fort, consolider son leadership, consolider sa politique, consolider son programme, nous avons pris toutes les forces qui ont la même vision pour l'accompagner en créant justement ce que nous appelons... Et quelle démarche avez-vous menée pour demander à son challenger, qui était son partenaire, Fayoulou, d'accepter les résultats publiés par la Cour constitutionnelle? Voilà, justement, il y a la première chose, il doit rendre certaines vérités à la population. Allez-y. Voilà pourquoi nous parlons de meeting de vérité qui aura lieu le 8 juin. Il y a certaines vérités, il faudra reconstituer à la population. Je donne un exemple aujourd'hui. Donnez un exemple. L'opinion est en train de dire, le président Lamouka a lancé un appel demandant au président Félix aujourd'hui de démissionner. Considérons en tant que gentleman, le président de la République dise « Ok, je démissionne ». Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? La Constitution nous dit, en cas de démission, en cas de décès, en cas d'empêchement définitif ou autre, c'est le président du Sénat qui est censé organiser les élections dans les 4 mois au maximum, c'est-à-dire 120 jours. Mais qui est majoritaire au Sénat aujourd'hui? C'est le FCC qui est majoritaire au Sénat aujourd'hui. Alors, en d'autres termes, si on doit dire d'une manière bien précise, c'est-à-dire ce discours est en train de dire que nous remettions le pouvoir au FCC. Donc ça, ce sont des vérités que la population devrait comprendre, analyser, comprendre certains discours pour qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation et la responsabilité de consolider cet acquis qui est nôtre. Parce qu'il y a une vision claire que le chef de l'État a développée, nous devons appuyer cela de manière à ce que le 5 ans ici ne soit pas une perte. À la fin, le peuple demeure gagnant. Ce n'est qu'un exemple d'une vérité, il faut reconstituer, rendre à la population. Et si c'était Fayoulou qui était proclamé président, vous alliez soutenir Fayoulou aussi? Oui, parce que nous avons dit qu'il faut consolider l'acquis de l'opposition. Si c'était le président Fayoulou qui était élu comme président, étant donné que nous étions dans cette logique de la conciliation et que l'opposition gagne, nous allons le faire. Nous allons demander à tout le monde de faire la même chose parce que nous avons joué ce rôle de médiateur, de conciliateur. Nous avons dit à l'époque, nous entretenons de bonnes relations avec tous les leaders de l'opposition. Le président Félix, avec qui j'entretiens d'excellentes relations, le président Fayoulou, nous avions eu également de très bonnes relations. Donc, c'est pour dire que le président Jean-Pierre, comme Moïse Katumbi, via ses collaborateurs, donc, ce qui fait que nous, en tant que personne, président du Parti Orange, nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Mais par le fait, puisque nous visons l'intérêt de notre population, nous avons la responsabilité historique aujourd'hui de lever l'option d'accompagner le président Félix pour que le 5 ans ici ne soit pas une perte, mais ça soit un succès. Et c'est ce succès-là qui en sera bénéficiaire. C'est la population congolaise. Parce que c'est le peuple d'abord, et tous ensemble par rapport à la grandeur, à la hauteur que nous sommes censés avoir en tant que leader politique, nous devons être à mesure de nous surpasser pour voir l'intérêt de la population. Donc, vous n'avez pas entrepris des démarches auprès de Martin Fayoulou pour accepter les résultats sortis de la Cour constitutionnelle? Ça fait partie justement du plan, dans les discussions. Déjà au sein de le fait que la plateforme et la Mouka disent aujourd'hui qu'ils sont devenus une plateforme politique, en principe, le discours électoral de la vérité des urnes est déjà un discours dépassé. Parce que le discours de la vérité des urnes, c'est un discours électoral. C'est un discours par rapport à une plateforme électorale. Ils se sont réunis pour lever l'option, devenir une plateforme politique. Et en principe, la Mouka devait avoir un discours politique aujourd'hui. Le discours de la vérité des urnes, c'est un discours dépassé. C'est un discours qui n'est plus dans les temps. C'est un discours totalement dépassé. Aujourd'hui, la plateforme devait voir des problèmes réels de la République. Par exemple, quel serait aujourd'hui l'avenir de la CENI? La CENI, au mois de juin-juillet, est censée être renouvelée. Comment est-ce qu'on perçoit la CENI? Et quelle est la réalité de la loi électorale aujourd'hui? Le président, Madame la présidente de l'Assemblée nationale a annoncé clairement qu'il devra avoir des révisions constitutionnelles. Il a annoncé le jour de son investiture. Mais comment est-ce que l'opposition se prépare justement pour que les articles intangibles, s'il y avait les intentions de toucher ces articles-là, que ces projets-là soient voués à un échec? C'est ça le grand problème de la République qu'il faut traiter. C'est ça les grands enjeux, les grandes discussions, les grands débats qu'il faut mettre sur la table. Et nous demandons justement
à cette structure de l'opposition de prendre de la hauteur. Nous aurons le temps de parler de l'opposition. Le problème réel. Parlons d'abord de la nomination du nouveau Premier ministre, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Considérez-vous cette nomination comme la fin de la polémique qui a duré plus de 4 mois? C'est déjà un grand pas qui est fait. Je pense que le chef de l'État a analysé la personne. J'ai lu également la biographie, le CV de la personne. Sur le plan professionnel, c'est une personne qui vaut. Il a un CV assez lourd et il a beaucoup plus une présentation technocrate que politique, parce qu'on ne l'a pas vu trop spectaculaire sur la scène politique du côté d'une certaine tendance telle que les gens veulent le réclamer. Mais du moins, je pense que c'est une personne qui pourrait, à la première vue, qui pourrait matérialiser d'une manière assez aisée les orientations et les instructions que le chef de l'État lui donnera et pourra lui être vraiment rédévable pour l'intérêt de notre peuple. L'âge, ça ne va pas lui causer préjudice? Je crois que c'est l'âge idéal. Il a 73 ans. Je pense que c'est l'âge idéal parce qu'à cet âge-là, c'est la maturité. Vous ne pensez pas que le président de la République avait besoin d'un jeune? Parce qu'il faudrait relever les défis, aller sur le terrain, mais à cet âge-là, non, c'est ça un peu compliqué. Je pense pas. Je pense que le chef de l'État a fait un excellent choix. Parce qu'à cet âge-là, ce n'est plus le rêve, mais c'est beaucoup plus l'accomplissement, c'est beaucoup plus de réparation, c'est beaucoup plus l'atterrissage, c'est beaucoup plus pour dire, si je commets une erreur à tel point, j'ai l'opportunité de corriger. Si je n'ai pas fait telle chose, j'ai l'opportunité de corriger pour les générations futures. Je pense que c'est une très bonne réflexion parce qu'en fait, si on prend un jeune qui est encore à fleur de l'âge, il a des ambitions, il projette encore des choses qui pourraient lui mettre sur un terrain. Pas pour faire ombrage au chef de l'État qu'on l'a. Non, je ne pense pas que sa présence, ça ne sera pas pour faire ombrage au chef de l'État. Non, non, on l'a nommé pour qu'il ne fasse pas ombrage, parce que si on avait nommé un jeune qui a des ambitions, le chef de l'État pourrait craindre que son premier ministre fasse ombrage dans l'avenir. Il n'y aura pas de crainte, mais c'est fort probable dans le sens peut-être de la jeunesse, immaturité ou autre chose qui pourra... Mais le chef de l'État a bien voulu choisir une personne qui est vraiment assez mature, qui a donné, aux premières impressions, il donne l'impression d'être assez posé, assez réfléchi et assez discret. C'est la première impression, rien qu'à voir la personne. Et je pense que c'est un Premier ministre qui pourra faire un bon travail. Un bon travail parce qu'il comprend l'importance du défi à relever. Il connaît les attentes de la population congolaise et il devrait être justement rédévable vis-à-vis de cette population et lui apporter la solution tel que le chef de l'État. Il était directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Il n'a pas pu donner réponse aux attentes de ses agents. Vous pensez qu'il pourra aujourd'hui donner réponse aux attentes de toute une nation? Vous savez, la configuration politique aujourd'hui de notre pays, il est vrai, d'une manière sectorielle, chacun devait faire un effort pour arriver à développer les secteurs dans lesquels il se retrouve. Mais le système global fonctionnel de notre pays était tel que c'est totalement différent, pratiquement différent de relever le défi à un certain niveau. Il faut un leadership fort qui puisse donner une nouvelle impulsion. Je crois qu'avec cette impulsion nouvelle que le chef de l'État est en train de donner, les choses se feront différemment. Observez l'ensemble de nos entreprises. Aujourd'hui, MIBA est par terre. Vous allez dire que c'est les conseils d'administration ou le directeur général de MIBA qui a mis MIBA par terre. Je ne pense pas. Regardez les entreprises publiques qui sont le poche de réserve de partis politiques, ceux qui ont géré. Vous allez dire que ce sont ces ADG ou ces directeurs généraux avec toute la bonne volonté qu'ils ont peut-être pour élever le défi. Non. Je pense que c'est le nouveau type de leadership qui va donner justement renaissance à toutes ces entreprises pour qu'elles entrent dans le monde du développement. Nous avons une certaine façon de gérer il y a quelques années avec le pouvoir qui vient de partir, mais je pense, par la grâce de Dieu, avec le leadership actuel, il va y avoir une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir, et l'ensemble des entreprises vont être beaucoup plus productives dans le développement que dans les sens... Cal est allié du cash, mais comment vous vivez cette coalition entre le FCC et votre allié?
Nous considérons cette coalition comme un arrangement entre des personnes qui sont arrivées pour arriver au pouvoir, mais ça n'a rien d'un caractère officiel, hein. Ce sont des arrangements purement informels qui ont été faits dans le sens d'arriver et d'atteindre un certain objectif. Mais aujourd'hui, la République a ses institutions, la République a un qui système sont animés par, qui sont animés justement par les cadres qui viennent de ces deux mais plateformes. il faudra que chacun d'eux se dise que ce sont des structures purement informelles qui n'ont rien à voir avec les institutions de la République. Donc c'est comme ça que nous voyons les choses. Et même dans des consultations, dans les échanges qui vont se faire, il faut comprendre que la configuration politique aujourd'hui, il y a, c'est vrai, ceux qui sont, la coalition là est majoritaire dans les institutions, ça il faut l'affirmer, c'est vrai, mais la République aujourd'hui, ce n'est pas que cette coalition-là. Il y a ceux qui sont dans les institutions, il y a ceux qui ne sont pas là, il y a ceux qui sont à l'opposition, il y a l'ensemble de toutes ces choses qui constituent le force en présence qu'il faut absolument considérer pour que la République tout entière aille de l'avant pour l'intérêt. Et pour nommer un Premier ministre, il a fallu 4 mois de tractation. Et lorsqu'il y aura des problèmes qui vont se poser, vous ne trouvez pas qu'il y aura blocage avec cette manière de prendre trop de temps pour trouver des solutions? 4 mois, il faut prendre tous les temps nécessaires pour bien faire. Je pense que c'était important pour connaître et comprendre la personne qu'on devait nommer. Et le vrai FCC est majoritaire. Parce qu'il y a des grands défis qui viennent. Hein, exactement. Et majoritaire. On doit trouver de solutions. Majoritaire, FCC est majoritaire à l'Assemblée nationale, le Sénat et autres. Mais il ne fallait pas n'importe qui. Il fallait une personne qui puisse jouir d'une perception positive vis-à-vis de la population. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui ne jouit pas d'une image positive vis-à-vis de la population est déjà à 40-70%, crée déjà 40-70% de probabilité d'échec. Vous comprenez? Parce que la perception est déjà négative. Donc, il fallait trouver une personne qui puisse bénéficier, dès le départ, d'un minimum de crédibilité vis-à-vis de la population. Ça, c'est un de deux. Il faudra également que cette personne soit acceptée. Aujourd'hui, le chef de l'État a pris tout son temps pour qu'il puisse avoir une personne qui pourrait justement remplir ce critère de départ d'acceptation vis-à-vis de la population. Et je pense que ça a été une réussite parce que, d'une manière générale, la population n'en a pas fait un grand problème. Nous l'avions dit tantôt, au mois de juillet, la CENI devra être renouvelée. Là aussi, ça prend du temps. On imagine un peu pour un Premier ministre, ça a pris 4 mois pour renouveler la CENI. Vous savez, les problèmes du Congo... Ça va prendre toute une éternité. Le problème du Congo est complexe et énorme. Les trous, le fossé est tellement profond. Il faut vraiment soigneusement prendre du temps pour régler ces problèmes. Et pareil, donc il faudra que nous puissions avoir une république qui s'assoit désormais sur le fait de prendre assez de temps, solide. Le quinquennat aussi va petit à petit à sa fin. Oui, la procédure, comme on dit toujours, mieux vaut, rien ne sert ça ne sert à courir, mais il faut partir à point. Donc, tu peux faire une longue distance, mais si tu ne veux pas partir à point, tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Le chef de l'État veut tout simplement se rassurer que sur toutes les actions, sur toutes les stratégies, tout ce qu'il est en train de mettre en œuvre, part sur un bon départ. Et un départ solide qui ne va plus faire à ce qu'on recommence la même chose, mais ça soit des actions qui puissent consolider l'avenir de notre République. Dans l'élaboration du programme du gouvernement, parce que le programme sera un programme consensuel, CASH et FCC, où doit se situer les ruptures? La rupture, voulais-je dire? Je pense que le chef de l'État, déjà vous avez vu dans la discussion avec le gouverneur, il est vrai, je vais revenir sur le programme dont vous faites allusion, dans la discussion avec le gouverneur, il a clairement dit, il va leur donner le canevas général, les grandes lignes, il a publié, il leur a dit, le 4 points majeurs, et puis avec le fin pilier, il a communiqué, et chaque gouverneur devait élaborer son programme sectoriel en fonction des orientations. Et chaque 3 mois, il y aura évaluation pour voir l'engagement que chaque gouverneur prendrait avec le chef de l'État. Et s'il travaille bien, il va être sanctionné positivement ou négativement. Tout dépendra de la manière dont chacun va travailler. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui a vendu son programme à la population. La population a honoré, lui a fait confiance pour lui octroyer de voix et il est élu. Il est vrai, il peut y avoir des ajouts, des contributions par-ci, par-là, mais le principal,
reste le programme. Mais ce sont ces députés qui constituent la majorité parlementaire. Eux aussi étaient votés par la population. Justement, les députés ont fait, mais c'est le programme du chef de l'État discuté avec le gouvernement qui va se matérialiser. Vous comprenez? Qui va se matérialiser parce que 5 ans plus tard, c'est le chef de l'État qui est redevable vis-à-vis de la population. Le Premier ministre n'est pas redevable vis-à-vis de la population. C'est le chef de l'État qui est redevable au premier degré vis-à-vis de la population. Donc, le chef de l'État va s'impliquer de manière à ce que les engagements pris vis-à-vis de la population soient prioritaires par rapport au programme du gouvernement. Parce qu'il devra 5 ans plus tard rendre compte de ce qu'il a promis à la population. Et je pense que c'est ce qui va se faire. La rupture doit se situer à quel niveau? La rupture se fait déjà, l'impunité qui a caractérisé l'ancien système est en train petit à petit de prendre, de devenir d'appartenir au passé parce que la sanction commence à monter. La sanction commence à monter. Et tout le monde commence à se poser la question avant de poser un acte. Est-ce que si je pose tel acte, est-ce qu'il n'y aura pas de sanction à ma personne? Donc vous comprenez, ça c'est déjà un grand pas. C'est le début de la rupture. Donc avec la mise en place du gouvernement, avec la mise en place de mandateurs de l'État, avec la mise en place de tous les systèmes fonctionnels, à partir de cette réalité de la sanction directe, ça sera déjà le début de la rupture dont le peuple a besoin. Le nouveau Premier ministre doit déjà commencer des consultations pour la formation de son équipe gouvernementale. On parle déjà de 70% des postes ministériels qui sera réservé au FCC et 30% en cash qui doit le partager avec vous, ses alliés. Vous ne trouvez pas ça déséquilibré? Bon, nous allons voir d'abord cette réalité, si ça sera comme vous le dites. Mais ici, c'est le cas, par exemple. Ici, le problème, il faut aller au-delà. Le choix de personnes qui devraient être membres du gouvernement, il faut aller au-delà de la considération de FCC au cash. Même si la personne fait partie de cette coalition, il faudra ici voir la personne qui sera capable justement de délivrer, d'apporter quelque chose de donner plus, les profils alors des ministres, des prochains ministres. Pour matérialiser le programme du chef de l'État. Il faut que ce soit des personnes qui ont en dehors de l'expérience, en dehors de la formation, en dehors de toutes ces choses qui sont de basiques. Mais en fait, c'est l'être, c'est l'homme en fait. C'est l'homme qui... Mais comment identifier cet homme-là qui a ses valeurs, qui peut se dire que ça, c'est pas à moi, ça, c'est à l'État. Comment identifier cet homme-là? C'est justement dans les consultations, dans les discussions, dans les échanges, il faudra identifier. C'est un grand travail, un grand travail parce que le mal est tellement profond et l'homme congolais est tellement trop identifié à ce mal-là et les personnes qui devraient correctement jouer ce rôle, faire leur travail, sont devenues un peu rares. Vous comprenez? Tout ce que vous dites là, ça paraît abstrait, mais concrètement, que doivent être les critères pour le choix, pour que le nouveau Premier ministre porte son choix sur tel ministre et telle personne? Non, le choix, il faut d'abord observer. En dehors de la formation, en dehors de l'expérience, il faut voir la vie justement de la personne. Je donne un exemple. Quelqu'un officiellement qui a un salaire de $200 ou $300, mais vous remarquez qu'il y a une richesse au-delà de millions. La première perception, vous comprenez que ce monsieur est dans les pratiques un peu compliquées. Donc, c'est une personne, sans dire grand-chose, on identifie déjà qu'il y a un problème en termes de savoir être, enfin, sa personne, en termes de certaines valeurs à conserver, justement. La dimension de la valeur, la dimension de la hauteur, la dimension de perception, c'est une dimension que je considère hyper importante en dehors de la dimension de la formation-expérience. Nous avons beaucoup de gens dans ce pays qui ont l'expérience, qui ont eu des grandes formations, mais en termes de leur vie de tous les jours, gestion, organisation, ça pose un problème et c'est eux qui sont le premier même à piller les entreprises de l'État. Vous comprenez? Je pense que c'est un secteur hyper important à regarder pour identifier ces personnes qui pourront faire la part des choses entre ce qui est personnel ou ce qui est de l'État.
des personnes qui pourront aujourd'hui être à mesure de dire non, parce que l'autorité morale de son parti politique lui demande de prendre le bien de l'État et alimenter son parti politique. Il faut ces genres de personnes qui puissent dire que non, je ne peux pas faire ça parce que ici, je suis responsable d'un bien commun. Vous comprenez? Donc, il faut ces genres de personnes. Et si nous avons ces genres de personnes dans le gouvernement, auprès de nos entreprises, qui ont justement le souci de la Vous êtes croyant, vous êtes chrétien, vous savez que c'est seul Dieu qui sonde le cœur. Mais tout ce que vous dites là... Oui, c'est vrai, seul Dieu sonde les cœurs. Voilà pourquoi il est demandé d'associer Dieu en toutes choses. Bon, bien que ça, c'est notre réalité. Mais du moins, on sait voir. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a... J'étais allé au Katanga, on m'a dit que j'ai vu, on était en train de construire un grand hôtel. Et je posais la question, l'hôtel appartenait à qui? On me dit c'est un hôtel qui appartient à un adjudant, un policier adjudant. Vous comprenez déjà que ces policiers adjudants, c'est un agent payeur. Donc, il construit un hôtel de 5 étoiles. Donc, vous comprenez déjà que c'est un détourneur. Il ne peut pas avoir l'argent pour payer, acheter, construire un truc pareil. Donc, ce sont des petites choses comme ça qu'il faut observer, regarder. Le service des renseignements pourra également contribuer à cela pour qu'on puisse identifier les personnes qu'il faudra. Au CAL, qu'est-ce que vous attendez du nouveau Premier ministre? Bon, la vision du CAL, c'est le peuple congolais. La matérialisation seulement du programme, de la vision du projet de société de chef de l'État, l'éradication de la pauvreté. Quand la pauvreté est éradiquée, il y a un minimum de vie garanti pour notre peuple. C'est ça l'attente de la population. Nous voulons que notre peuple ait le minimum vital. Ils savent se faire soigner, ils sachent avoir un logement, notre peuple sache manger 3 fois par jour et on sait envoyer les enfants à l'école. Les besoins primaires de la population soient garantis. Dès que ces besoins primaires sont garantis, enfin, nous tous, chacun dans sa profession va s'épanouir. Moi, je suis un architecte professionnel. Si aujourd'hui, il y a une classe moyenne qui se développe, mais je vais être débordé de consultations pour le marché. Donc, je vais bien fonctionner avec ma profession en tant qu'architecte. Les avocats seront pareils, le maçon va faire la même chose, les charpentiers, parce que tout le monde sera en activité, parce que justement, l'argent circule et tout le monde va travailler. Et vous allez voir, même la prochaine mandature, il n'y aura pas le nombre extraordinaire de personnes qui puissent postuler comme députés et autres. Tout cela arrive parce que le niveau de la pauvreté est tel que les gens pensent qu'avoir le minimum de moyens, il faut s'engager dans la politique. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui le décollage basique est effectué, je pense que le reste sera... tout le monde va se retrouver et tout le monde sera dans la joie. Au calme, M. Fiyundo Noboni, vous estimez aussi que le président de la République honoraire continue à tirer vraiment les ficelles? Bon, en tant que leader politique, chacun est en train de travailler pour l'intérêt de sa structure politique. C'est un leader politique d'une famille qui s'appelle le FCC. Il travaille à ce que c'est la bonne guerre, hein, mais il y a un chef de l'État, un seul, qui existe aujourd'hui. C'est lui qui tranche. La preuve, c'est que malgré toutes les spéculations, tout le monde a attendu sa déclaration pour qu'enfin qu'il y ait un Premier ministre. Donc c'est pour dire que la réalité, c'est là. Mais en tant qu'acteur politique, il est libre. Nous sommes en démocratie. Chacun est libre de s'organiser, mettre en place une stratégie pour que sa structure politique aille de l'avant. Mais dire qu'il est en train de tirer le ficelle, les injonctions ou quoi, ça, je pense que c'est un monde qui appartient au passé. Le chef de l'État a toute sa lucidité pour lever les options qu'il trouve utiles pour l'intérêt de la République. Retour de Moïse Katumbi Tchapoué après 3 ans d'exil. Comment vous avez accueilli ce retour? Je saluais ce retour tout simplement parce que c'est la matérialisation justement d'un engagement dans les 100 jours du chef de l'État, dans sa dimension décrispation. Et ce dossier est complètement vidé, la décrispation politique qui a fait plus de 2 ans, alors que cela a été consigné dans l'accord de Saint-Sylvestre, 2 ans sans être matérialisé, tout simplement parce qu'on ne voulait pas. Mais aujourd'hui, avec la volonté justement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il y a eu des mesures, tout le monde est en train de revenir. C'est la fête de la démocratie, c'est la joie de la démocratie. Et nous attendons justement que ce grand leader politique qui est Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi, qui est revenu,
puisse contribuer d'une Non, manière positive et effectivement, pour l'avancement de notre pays. quel Il a rôle doit lui-même jouer? dit, il a lui-même déclaré, d'abord, il a remercié, il a été reconnaissant, remercier d'abord les structures, l'autorité du pays, surtout le pays qui ont accepté qu'il revienne, et de deux, il s'est engagé à faire une opposition républicaine, une opposition constructive. Et c'est ça, justement, parce que nous avons dit qu'à fin de compte, ça doit être le peuple qui soit gagnant. Aujourd'hui, si le président de la République a une façon de faire les choses et que cette façon-là, il subit la pression de l'opposition dans le sens de l'intérêt de la population, c'est une pression positive, c'est une action positive parce que le bénéficiaire, les gagnants, sera la population. Nous voulons que dans toutes nos actions, le gagnant reste la population. Il y a quelque chose de curieux, M. Ndondoboni. Il tend la main au président de la République, mais il tacle l'allié du président de la République. Comment vous expliquez-vous ça au sein du CAL? Oui, mais c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous sommes... CAL est une coalition qui appuie, qui consolide l'alternance, c'est-à-dire le président de la République, le chef de l'État aujourd'hui, qui est le produit de l'alternance. Nous n'avons rien à voir avec le FCC qui nous a mis dans les conditions actuelles. Nous n'avons rien à voir avec le FCC. Mais vous avez quand même coalisé avec le FCC. Non, nous n'avons pas coalisé avec le FCC. Cash a coalisé avec le FCC. Voilà. CAL n'a pas coalisé avec le FCC. Vous l'avez dit, mais comment... C'est pour dire aujourd'hui, nous savons que certaines choses, peut-être Cash ne saura pas dire pour le FCC, mais nous, CAL, nous allons le dire. Nous allons le dire, nous allons le dénoncer, nous allons le faire, parce que nous n'avons aucun lien avec le FCC. Vous n'avez aucun lien avec le FCC. Vous allez faire partir du gouvernement en tant qu'allié du Cash. Oui, mais là, c'est normal. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure, que Cash, CAL, FCC, l'AMUCA, ce sont des structures informelles qui créent la configuration politique. Aujourd'hui, vous êtes nommé ministre, vous ne dépendez plus de vos structures-là. Vous dépendez d'un Premier ministre et d'un chef de l'État. Vous comprenez? Il faut que les gens comprennent. Quand vous entrez dans les institutions, les gens doivent apprendre, oublier les sales habitudes passées. Vous êtes dans une institution, comme j'ai vu une lettre qui a été écrite justement, écrite par la structure du FCC. Ces histoires-là de FCC, que vous faites allusion à quelle lettre? Vous faites des remerciements. Écoutez, il ne faut pas créer des confusions. Il n'y a pas deux chefs d'État dans ce pays. Il y a un seul chef de l'État. Vous comprenez? On peut être une autorité morale, vous faites une lettre de remerciement, ça doit être une réalité interne. Ça ne doit pas paraître comme s'il y avait deux têtes qui géraient la République. Il ne faut pas ce genre de confusion. Et là, nous, en tant que CAL, nous ne pouvons pas laisser passer. Nous dire que ce n'est pas possible, ça ne passe pas. Il faudra que les gens commencent à s'amender. Donc vous attaquez le partenaire de votre allié. Non, nous n'attaquons... Vous allez attaquer le partenaire de votre... Notre problème, c'est le succès du chef de l'État dans son mandat de 5 ans ici. Et nous un succès qui dépend aussi du FCC, positif. Son partenaire. Évidemment, si le FCC a un comportement qui facilite la matérialisation justement de son programme de société, nous allons acclamer. Mais s'il y a un comportement qui fragilise la matérialisation de son projet de société, nous allons lever les temps pour apparemment, FCC rime avec le diable, en vous entendant parler. Bon, je n'ai pas dit, mais du moins, je n'ai pas dit. C'est les résultats de sa gestion, justement, les résultats de la gestion de la République aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes à cause d'une certaine façon. Aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes au sein de l'UDPS, qui doit absolument aider le chef de l'État à remplir sa mission. Mais on n'a pas vu CAL condamner ce qui se passe au sein de l'UDPS. Non, nous considérons le problème de l'UDPS comme un problème global de la République. Vous savez que les problèmes sont énormes. C'est un problème réel sur la mentalité, l'éducation, tout ça à faire auprès de la population. La compréhension de règles basiques de la démocratie. L'UDPS est un grand parti. La tension, là, c'est une tension interne. Ça n'a rien à voir avec la République. C'est une tension interne. Si aujourd'hui, je dois prodiguer des conseils, je vais appeler le responsable de l'UDPS, je vais leur parler. Je vais appeler le CG, je vais appeler tous les autres, je vais échanger avec eux. Vous comprenez? Donc, c'est un problème qui ne concerne à rien la République. Donc, c'est normal que Moïse Katumbi puisse tendre la main au chef de l'État et tacler le partenaire du chef de l'État. Mais c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie, c'est sa position. Pourquoi vous allez condamner, vous allez trouver anormal sa position? Une position d'ailleurs que je trouve très logique. Vous dites qu'il doit jouer un rôle d'opposition républicaine, mais il y a une certaine cacophonie au sein de la MUCA.
Moïse Katumbi est de retour. Martin Fayoulou s'en va. F. Bazaïba n'est pas là. Elle qui est représentante de Félix, de Jean-Pierre Bemba ici à Kinshasa. Lamuka n'est pas mort, selon vous? Bon, je ne suis pas la bonne personne à le dire, mais l'histoire va nous dire. Vous étiez avec eux aussi. Je considère. Vous les connaissez? Je les connais en tant que personne, mais je n'ai jamais été dans la Mouka. Je dis, je n'ai jamais été là-bas. Donc aujourd'hui, vous savez, quand on fait une lutte sur base d'un idéal, la lutte va être durable. Mais quand on fait une lutte sur base d'attaques personnelles, la lutte ne sera pas longue. Parce qu'à ces moments-là, aujourd'hui, quand vous bâtissez une opposition basée sur les attaques sur une personne, des attaques sur telle ou telle autre chose, une fois que ces choses-là sont attribuées, vous n'aurez plus rien à faire. C'est comme si on dit « Pourquoi tu aimes ta femme ?» Tu lui dis « Je l'aime parce qu'elle a de beaux yeux. » Les jours où elle va perdre ses beaux yeux, tu ne vas plus l'aimer. Comprenez? Donc, il faut faire une lutte attachée sur des valeurs. Voilà pourquoi nous les appelons à hausser le débat, à prendre de la hauteur pour prendre le problème réel de la République et en faire la lutte. C'est de cette manière que cette structure va être durable. Mais si la structure est la vérité seulement des urnes, c'est un débat qui est trop bas, c'est un débat qui est petit, c'est un débat qui a un contenu creux en fait. Parce qu'en fait, partout où tu vas passer, on va te présenter un argumentaire républicain qui démontre que c'est un débat qui est clos. Et tu vas te retrouver en dehors des normes. Vous comprenez? Mais quand vous faites une lutte sur des valeurs, vous défendez des valeurs, les valeurs sont universelles, sont éternelles, ça demeure. Parce que les valeurs, c'est Dieu lui-même. Les valeurs sont de parties qui incarnent la personne de Dieu. Vous comprenez? L'unique conseil que je peux prodiguer, s'ils veulent rester longtemps, ils doivent s'attacher à des valeurs. Mais quand déjà, au sein de la structure, je lis les communiqués qui ont été publiés, le dernier communiqué, mais dans ces communiqués, par rapport à toutes les déclarations qui ont été faites après, ça n'a rien à voir avec le communiqué, vous comprenez? Donc déjà, il y a un petit problème. Il faudra qu'aujourd'hui, étant donné que le Congo est tellement grand, la grandeur du Congo et notre vocation étant de la grandeur, la vision est grandiose, il faut que les acteurs politiques apprennent à prendre de la hauteur, aller au-delà des égos personnels, aller au-delà des intérêts personnels, aller au-delà et voir l'intérêt de la population. Si nous voyons l'intérêt de la population, chacun va avoir un autre comportement. Le problème ici, chacun est en train de se voir. Ça devait être moi, pas lui, moi. Mais quand on reste dans le moi là, on s'écroule si facilement. Je vous donne aussi l'occasion de prodiguer une fois de plus le conseil à la Mouka, l'alternance dans la présidence. Là. Vous trouvez ça aussi intéressant? 3 mois, celui-ci part et laisse à l'autre? Bon, je crois que ils ont analysé le pour et le contre. Je ne peux pas leur empêcher de faire cette alternance de 3 mois. À la dynamique, nous, on faisait chaque mois, mais à fin de compte... Est-ce que c'était bénéfique mais il y a eu quelqu'un, à fin de compte, qui s'est érigé pour une personne éternelle. Est-ce que c'est bénéfique, cette méthodologie-là? Ça dépend de ceux qui sont en train de poursuivre. Ça dépend de mais pourquoi la dynamique, vous n'aviez pas réussi? Connaissant la réalité de la scène politique congolaise, l'ego qui mène les acteurs politiques congolais, je ne donne pas une longue vie à ça. Chacun va développer sa voie personnelle et à fin de compte, on n'en parlera plus. Donc, ceux qui disent que l'opposition congolaise ne sera jamais unie ont raison. Oui, en fait, ici, c'est un problème d'hommes. Moi, je fais la consultation de la candidature commune de l'opposition. J'ai vu les comportements des uns et des autres. Et qui était plus ouvert? J'ai écouté, en tout cas, c'est l'histoire, hein? Oui, parmi les personnes, la première personne que j'ai rencontrée, c'est le président Fayoulou. Il a donné l'air d'être vraiment ouvert, encouragé, d'être donné une proposition. Mais les jours de la cérémonie, enfin, je ne donne pas d'autres détails, j'ai rencontré le président Vital. Le président Vital m'a accueilli avec beaucoup d'empressement, de joie. On a suffisamment échangé. C'était très bien avec le président Félix. On a échangé. J'ai vu le président Matungulu, le président Félix. On s'est vu. On a pris du temps également pour parler.
J'ai vu le sénateur Jean-Pierre Bemba. Là, on a parlé quelques minutes parce qu'il était dans un environnement assez compliqué à l'époque. J'ai vu toutes ces personnes, le président Moussito, on a vu, on a échangé. Alors, tous donnaient l'air d'être... Tous. Oui, tous donnaient l'air d'être ouverts. Mais dans le fait, mais la personne qui est restée plus ou moins cohérent dans sa logique, je pense que c'était le président Félix. La dernière conversation que j'ai eue avec lui, dans ces cadres-là, il est vraiment resté cohérent avec ce qu'on s'était dit. Je ne donne pas tous les détails, mais il est resté cohérent avec ce qu'on s'était dit. Voilà. Donc, il était ouvert. Donc, si je comprends bien, il avait dit qu'il allait accepter celui qui devait être candidat. La première chose qui m'avait impressionné, j'avais planifié une réunion pour un lundi, je crois que c'est le 5 août, le 6 août. Lui devait déposer la candidature le 6 août. Il m'a dit, Fiyou, je planifiais déposer ma candidature le 6 août, mais je veux voir la possibilité de déposer le 7 août. Vous comprenez? Pour qu'il soit là, ou il délègue quelqu'un. Mais effectivement, il a déposé la candidature le 7 août. Donc, ça, pour moi, je considère déjà que c'est une grande considération à ce qu'il avait dit. C'était déjà, le reste, ce n'est pas important, mais du moins, cet acte-là, c'était déjà positif. Le président Kamere m'avait clairement dit aussi que je ne saurais pas, parce qu'avant, c'était avant son congrès, il m'a dit, je veux venir, mais c'est mon secrétaire général qui viendra. Parce que mon parti ne m'a pas encore intronisé comme candidat président de la République. C'est une raison valable. Donc, c'est pour dire que les deux personnes ont vraiment... Voilà. Ouais. Vous allez tenir un meeting le 8 juin, meeting dénommé Meeting des vérités. Mais dans l'émission, vous avez dit que le discours sur la vérité des urnes est déjà dépassé. Exact. Mais vous ne pensez pas que d'autres vérités que vous allez sortir, si ce sera mettre encore, remuer la plaie? Non, on ne va pas remuer la plaie. Hein. On va éduquer la population, on va communier avec la population, on va communiquer à la population. Est-ce que l'heure de dire cette vérité n'est pas dépassée? N'est pas dépassée. On va projeter de vérité. On va pas parler du passé. Le passé, c'est vide de soi. Vous comprenez? Aujourd'hui, le chef de l'État, sans trop de bruit, il est en train de travailler. Et le travail est visible. Son travail est visible. Et bon, ceux qui parlaient peut-être trop fort hier se taisent aujourd'hui. Parce que le travail est visible. Je ne pense même pas qu'il aura suffisamment de temps pour répondre aux préoccupations, aux dires des uns et des autres. Lui, il est en train de travailler. Mais notre rôle maintenant, c'est de dire la vérité sur son programme, de communiquer des choses réelles sur ce qu'il a dit, non pas des choses que les gens sont en train de raconter. Aujourd'hui, il y a un débat autour des 100 jours, par exemple. On dit que les 100 jours de chef de l'État, c'était au début du mois de mai. C'est archi faux. Le chef de l'État lui-même, le 2 mars, a dit que je considère le début de mes 100 jours aujourd'hui, le jour du lancement du programme. Donc, les 100 jours interviendront le 12 juin, par exemple. Ça, c'est une petite nuance. On a fait des émissions 100 jours, 100 jours, 100 jours. Les gens ont critiqué, mais il n'a même pas réagi parce qu'en fait, il s'en tient à l'objectif principal, à l'essentiel, qui est justement de répondre aux préoccupations de la population, de répondre, d'annuler la pauvreté, comme lui-même a dit. Parce que vous savez, quand on est concentré sur l'essentiel, on ne passe pas le temps sur les accessoires. Et nous voulons justement ramener notre peuple à cet attachement à l'essentiel pour que l'accessoire n'ait plus de place dans notre vie. Ce sera votre dernier mot, M. Fiyou Ndodoboni? Le dernier mot, c'est seulement rappeler à notre peuple notre identité. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Notre identité est celle de la grandeur. Nous n'avons pas une identité de la médiocrité. Aujourd'hui, les problèmes du Congo, la situation du Congo est une opportunité pour nous pour que nous puissions relever ces grands défis. Dieu nous a fait grâce. Nous avons un acquis aujourd'hui, l'alternance, matérialisée par son Excellence, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mobilisons-nous tous comme un seul homme pour que le 5 ans ici soit un succès total. Voilà pourquoi, au 8 juin, il y a un grand meeting de la vérité au stade Vélodrome. Nous vous demandons tous de venir vous joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions communier et avoir les informations vraies et réelles
qui pourront définir le devenir de notre nation pour l'intérêt de chacun de nos peuples. Que Dieu bénisse son peuple. Merci beaucoup, Monsieur Fillon Ndondoboni, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du parti Orange et coordonnateur de la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.